Bonjour à tous. Eh bien, voilà, nous sommes avec vous comme tous les jours à partir de 12h30. Aujourd'hui, il est 12h37, mais enfin, on va rattraper ces 7 minutes d'ici la fin du journal. On va commencer par les informations, comme d'habitude, le journal télévisé avec les titres de l'information. Est-ce qu'on a les titres ? Non, on ne les a pas. Alors, lancement du vaccinodrome avec Charlie Dagonia, on en parlera tout à l'heure. Mobilisation de l'association Aide à l'enfance et à l'adolescence, toujours Charlie Dagonia. Redynamisation de la place de la Victoire, elle mérite un coup de neuf et le nouveau maire en a décidé comme ça. On verra un peu ce que ça donne avec Michel Depape. Et l'interview, on va parler avec un comptable sur les aides aux entreprises dans cette période Covid, puisque vous savez que les entreprises guadeloupéennes sont en grande difficulté et ils ont besoin d'argent, comme on dit. Donc, avec ce comptable, cet expert comptable, en attendant que Evelyne revienne, on pourra faire un point. Sinon, nos invités aujourd'hui, on va débuter tout à l'heure avec Olivier Servat. Il est député LRM de la première circonscription. Il est aussi conseiller municipal et conseiller communautaire. Avec lui, on fera le point, puisque c'est un politique sur une situation politique qui est un peu particulière depuis le Covid. Un peu plus tard, on va recevoir Martine Talus, la présidente de la MAE, mutuelle de l'éducation pour les enfants, justement d'assurance pour l'éducation et pour les enfants. Et puis on va terminer avec Christian Trébert qui est déjà là. Christian Trébert qui a sorti cet ouvrage, ça s'appelle « Les Guadeloupéens se cachent pour être français ». Je ne le savais pas, bien on va discuter avec lui tout à l'heure, savoir un peu derrière quoi il se cache. On va passer tout de suite à l'actualité. L'actualité, c'est le lancement du vaccinodrome. Je vous l'ai dit hier, le président Chalus, président de la région, s'est mis en route, on va dire, avec un certain nombre de partenaires sanitaires, tout ça dans le but de faire progresser la vaccination qui ne semble pas vouloir décoller, puisque près de 75% des Guadeloupéens n'ont toujours pas accepté le vaccin, le processus du vaccin, et donc c'est ainsi que le Vélodrome, qui n'a pas servi à grand-chose depuis plusieurs mois, pratiquement depuis le dernier tour de la Guadeloupe, ce Vélodrome se transforme en vaccinodrome. Reportage Charlie Dagonia. Ce centre a ouvert la semaine dernière, il prend tout doucement son envol. Il a une capacité d'accueil d'à peu près 1000-1500 personnes par jour. Il y a 6 lignes de vaccination. Nous sommes actuellement 3 médecins et 3 infirmières tous les jours pour assurer l'accueil de la population. Nous avons eu beaucoup de demandes parce que les gens n'ont pas des moyens de locomotion, les moyens de se déplacer. Donc nous avons eu l'idée avec l'ARS, avec le département, avec aussi l'Institut Pasteur, de pouvoir installer un centre de vaccination ici au Vélodrome. Et depuis la semaine dernière, nous avons eu déjà beaucoup de personnes qui sont venues. En plus, c'est passant, il y a un parking gratuit, libre, où les gens peuvent se garer convenablement. Et nous avons mis les moyens de manière à répondre à l'attente des Guadeloupéens. C'est une chose très importante pour nous. Nous prenons nos responsabilités pour préserver la santé des Guadeloupéens. L'Institut Pasteur est pleinement dans son rôle, puisque nous sommes centre de vaccination depuis fort longtemps et partenaire de l'ARS. La région ayant pris la décision d'ouvrir un centre de vaccination, nous avons eu l'expérience du centre de Paul Chonchon que nous avons ouvert à Pointe-à-Pitre, qui nous a permis de voir et d'avoir cette expérience-là. Donc nous avons répondu présent en acceptant la mission de fournir le matériel médical, en formant le personnel pour la vaccination et le suivi de l'alimentation en dose vaccinale. Nous voyons aujourd'hui comment ça se passe en Angleterre. Plus de 90% de la population est vaccinée. Tous les week-ends, c'est 75 000 personnes au match. Nous avons vu dans d'autres pays. Comme je l'ai dit aujourd'hui, je suis contre l'obligation vaccinale et l'obligation du pass, laisser les gens choisir. Mais je suis là pour conseiller, comme beaucoup l'ont fait après moi, parce que j'ai été décrié, même menacé. Et aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de Guadeloupéens, ceux qui se sont battus pour la Guadeloupe, ceux qui se sont déjà donnés pour la Guadeloupe, appellent aussi, incitent aussi les gens à se faire vacciner, mais comme on le dit, ceux qui le veuillent, ils ont la liberté de le faire. Pour ma part, je souhaite saluer l'initiative du président de région d'avoir mis en place ce vaccinodrome au sein du Vélodrome. Étant cycliste, pour moi, j'aime pas les mots, c'est incroyable en fait, d'être le premier vacciné au vaccinodrome. Donc aujourd'hui, j'invite tous les jeunes, j'invite tout le monde à venir se faire vacciner.
car c'est important et faut qu'on se protège entre nous, faut qu'on se protège, il y a trop de décès, surtout Covid, donc j'invite tout le monde à venir se faire vacciner. Nous nous mettons les moyens pour que les personnes puissent se dire nous avons lieu pour y aller, pour nous faire vacciner. Et c'est à la responsabilité de la personne de se faire vacciner ou pas. Donc quand je vois Mister Guadeloupe venir ici et beaucoup d'autres jeunes le faire, ça c'est un plaisir parce que la santé n'a pas de prix, n'en déplaise à certains. Voilà, la bataille pour le vaccin continue et cette fois-ci c'est au vaccinodrome. Mobilisation de l'association d'aide à l'enfance et à l'adolescence. Vous savez qu'en cette période particulière, les enfants effectivement ont besoin d'être soutenus, aussi les adolescents, puisque quelquefois les parents sont absents, d'autres fois les parents fonctionnent autrement, et puis il y a aussi beaucoup d'enfants qui ont des difficultés d'insertion dans notre société, et c'est la raison pour laquelle cette association, la AAE, comme on l'appelle AEA, s'est mise en branle pour essayer d'aider nos enfants et nos ados. Reportage, Charlie Dagonia sur le terrain. Alors ici, c'est en AEA, c'est l'association qui a mené les actions éducatives et au Timoun qui ont difficulté, toutes les difficultés d'ordre social, qui est en situation d'inadaptation sociale, mais aussi qui a fait le médico-social, qui prend en charge des Timoun qui atteignent de divers handicaps. Nous, quand nous nous confrontons à un nouveau problème, qui c'est en loi scélérate qui français fait voter, en loi qui est illégale, c'est ça normal, et donc voilà, qui est illégale, qui est anticonstitutionnelle, et bien qui a fait en sorte que quand il est là, il va permettre aux employeurs à suspendre le contrat de travail en salarié, arrêter payer, faire retirer ses salaires pour pour ça qui a concerné la vie privée, pour ça qui a concerné la santé. En qui j'ai effectivement dit comme ça, quand un employeur vient à présent, il vient en cabinet médical, il vient en cahier. Donc il faut nous bien comprendre, chaque monde doit rester en rôle là. Et donc voilà, ça c'est pour montrer l'aberration. C'est le but final, c'est faire en sorte de pousser les gens au maximum à la vaccination. Il faut utiliser la peur, il faut utiliser la menace, il faut utiliser des chantage à l'emploi pour dire qu'on ne sont pas vacciné, et bien on ne peut pas travailler encore. Mais là, nous, quand nous, ça n'est pas tellement compliqué à comprendre. Et donc par rapport à ça, nous avons dit, si il a dit pays là, ça que c'est France, la France, il a dit qu'on ça va dans l'histoire, il mine pour les droits de l'homme, et bien nous avons constaté camarades, et bien la question c'est de dire nous comme ça, dans quel pays nous est là? À pas pays là qui a des sirènes de droits de l'homme, à pas là. Nous comprenons. Pourquoi bafouer des propres lois qui a fondé la société, qui fondé l'histoire sur la question des libertés, des droits individuels. Et je dis là, d'un coup de main, en moins de 6 mois, eh bien, on va balayer ça. Et puis à présent, il s'agit d'une dictature, un pays qui tout un cas gourmet, qui dit comme ça, pas que pays dans le monde, pas qu'à respecter les droits de l'homme, et bien je dis là, à quoi que des copies à CEO, et c'est choix ça qui point. Nous qu'a dit non, nous qu'a dit les employeurs à secteur là ça, nous qu'a dit pas pris à un piège là ça, pas pris à un piège là ça, pas d'avoir nous qui devant yo et nous ja devant yo. Pour nous dire comme ça, nous demandons au contraire à ces questions-là ça. Nous avons des questions à poser, nous avons des réponses à bailler, nous avons des propositions à faire assis. En qui gens nous ni à trouver d'autres solutions qui c'est là, qui c'est de pousser nos vaccins, ni des solutions qui plus pérennes, qui plus intéressantes et qui mieux adaptées vers le secteur nous sur la question sociale et sur la question du secteur d'activité là. Il y a des réponses à apporter. Nous ni ces réponses là, nous ni des pistes à bailler et sur des questions techniques pour lesquelles nous attendons. Voilà, il est 12h45. Entre-temps, le député de la première circonscription d'Arrivon, le salue. Bonjour, M. Servat. Bonjour, Danick. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 10 et puis de tous ceux qui suivent notre émission. Merci. Vous serez tout à l'heure interrogé. Alors, on continue à feuilleter l'information, puisque vous savez que le maire de Pointe-à-Pitre a des projets. Parmi ces projets, tenter de redynamiser la place de la Victoire qui est un lieu historique pour la Guadeloupe, même pour Pointe-à-Pitre, puisque après 1802, vous savez qu'on a là-bas, sur cette place-là, qui était une place des martyrs à l'époque, on a lynché beaucoup de Guadeloupéens, le Guadeloupéen qui s'était battu en 1802 contre le rétablissement de l'esclavage, et depuis cette place est devenue place de Victoire
en attendant la victoire finale, c'est-à-dire le jour qu'on nous mettait ces fanciladères, mais ce n'est pas encore le cas. Il est seulement 12h46, on regarde un peu ce que prévoit le maire pour redynamiser cette place de Pointe-à-Pitre. C'était très important parce qu'il faut qu'on se rencontre pour que nous soyons tous au même degré d'information. Il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait un pilotage de ce projet-là. Et on a l'impression que le projet Renaissance traîne, mais c'est un projet qui vit et qui avance. Nous venons d'avoir une subvention de l'État pour la reconstruction, la démolition, reconstruction des amiantages de la façade et reconstruction de cette façade à l'identique. Parce que c'est ça le cœur du patrimoine de la Renaissance, c'est sa façade. Et tout le monde y tenait. Donc cette façade sera reconstruite à l'identique. Et suite à cela, alors nous avons déjà un échéancier. Les travaux vont commencer en février, disons plutôt pour aller vite, on va dire février-mars, et devraient durer 4 mois. Pour que l'on obtienne la façade, la nouvelle façade. On est rentré dans une démarche avec la ville de Pointe-à-Pitre et avec la communauté d'agglomération de Cap Excellence pour travailler sur la place de la Victoire de façon générale, la réhabiliter et donc petit à petit réhabiliter tous les sites et tous les lieux sur lesquels cette place de la Victoire est assise et qui va lui permettre de retrouver cette place principale dans Pointe-à-Pitre. Et parmi tous ces projets, il y a un projet qui est important qui est celui du cinéma La Renaissance, qui est la façade est classée. Il ne reste plus que la façade puisque, comme vous le savez, l'incendie a tout détruit derrière. Et donc l'idée c'était que ce soit en fait la première pierre de l'édifice de la réhabilitation de cette place de la Victoire. Et donc on a décidé d'aider Cap Excellence et la commune parce qu'elles avaient un projet sur cette place de la Victoire et parce qu'on sentait bien que le cinéma La Renaissance était le premier acte à mettre en œuvre et à aider. La place de la Victoire va bénéficier de travaux qui vont être réalisés dans le cadre de la sous-préfecture pour le confortement parasismique de cet édifice et également de la reconstruction de la Renaissance. Donc c'est plus que le cinéma La Renaissance, c'est un ensemble, un quartier qui va renaître. C'est la renaissance d'un quartier de Pointe-à-Pitre qui va passer donc par la reconstruction à l'identique de la façade de la Renaissance. Ça c'est pour s'assurer de la préservation de ce patrimoine. L'État a mis l'argent, l'État a dit je vous donne 1 million, je veux que ce mur soit reconstruit. Même si vous n'avez pas l'argent pour faire le reste, reconstruisons le mur à la façade à l'identique. Et Cap Excellence a déjà pris le relais et lancé déjà un appel à manifestation d'intérêt et les investisseurs se bousculent pour venir achever pour nous la construction des 3 autres façades puisque l'État va mettre la première et nous allons faire les 3 autres avec des investisseurs privés qui vont construire pour nous. Compte tenu de la situation déficitaire de Pointe-à-Pitre, il est évident que sans Cap Excellence et sans l'aide de l'État, la ville de Pointe-à-Pitre ne pourrait pas toute seule rénover ni la Renaissance et cette place. On espère que ce même trio, triumvirat, c'est-à-dire Cap Excellence qui est déjà assez beaucoup engagé, l'État qui n'a rien fait jusqu'à ce point pour le Centre des Arts, qu'un moment se seront penchés sur cette question parce que c'est un vrai dossier. Beaucoup d'artistes souhaitent le retour du Centre des Arts. On m'a parlé tout à l'heure avec notre député, puisqu'il est aussi communautaire, conseiller communautaire, il doit en savoir quelque chose. Voilà quelque chose qui va vous intéresser, M. Servat. L'interview d'un expert comptable sur les aides des entreprises en période de Covid, parce que vous savez que la situation est particulièrement difficile en ce moment pour les petites et même pour certaines moyennes entreprises. Reportage Stanley Manicor, comment les aider, comment faire? On regarde un peu ce qui se dit. Depuis 18 mois, l'économie de la Guadeloupe est en souffrance. Il y a de plus nombreuses entreprises, comme vous le savez, à peu près 83% des entreprises qui fonctionnent donc au gré des mesures de restriction du type confinement, motif impérieux, couvre-feu. À ce jour, beaucoup d'incertitudes demeurent parce qu'il y a des entreprises qui appréhendent ne serait-ce que leur réouverture suite aux mesures gouvernementales qui ont été prises. Et dans ce contexte difficile, le gouvernement a adopté un plan d'urgence pour répondre à la situation des entreprises ultramarines. Donc il y a il y aura un maintien d'un régime plus favorable en Guadeloupe que dans les régions qui sont moins touchées par la crise. Les entreprises n'ont pas de mal à percevoir ces aides, dans la mesure où quand les demandes sont faites dans les délais en conformité, il n'y a pas de souci. Mais le problème qui se pose, certaines difficultés, et effectivement, on a mis l'accent sur la question au niveau de l'ordre, certaines entreprises ont plus de mal que d'autres à obtenir ces aides.
mais c'est simplement dû à la rigueur administrative qui est demandée. Une rigueur au niveau du formalisme et des documents demandés, mais également au niveau des délais. Et de nombreuses entreprises n'ont pas le délai pour constituer un dossier qui sera accepté. Vous savez, quand on est chef d'entreprise, on n'a pas d'autre choix que de se relever. Ou alors, si relever ne vous convient pas, on n'a pas d'autre choix que de renaître. De renaître sous d'autres formes, de renaître avec des méthodes de fonctionnement différentes, de renaître avec une stratégie différente, de renaître avec des projets différents, des projets innovants, mais de renaître. De renaître avec des nouveaux modes de production, de marketing, de distribution des produits. Et cette crise, à mon sens, fera naître de nouvelles vocations. Vous savez, quand on est un chef d'entreprise, on est souvent dans une dynamique de survie. Et vous savez, la vie trouve toujours le chemin. Donc je n'ai pas de doute sur le fait que nos entreprises vont se relever. Merci à Mme Lozi-Pioche. On reviendra bien sûr sur cette question avec d'autres experts. Alors, il est 12h53. On va prendre la première partie de cette rencontre, cette interview avec M. Servat, Olivier Servat, qui est député de la première circonscription. Olivier Servat, merci d'être avec nous. Juste une petite question pour rebondir un peu sur ce que disait Mme Lozi-Pioche. L'aide aux petites entreprises, beaucoup de petites entreprises sont en galère en ce moment. Oui, donc, malgré la région, malgré les PGE, etc. Oui, c'est vrai. Rebonjour à vous, M. Denis Xanoulis, merci de l'invitation et rebonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Oui, Sylvie Pioche-Lozi, et je salue la nouvelle présidente de l'Ordre des experts comptables, Dominique Mogène, a dit l'essentiel. Aujourd'hui, à cause de la Covid, parce que nous sommes en confinement, cette quatrième vague, je le vois en tant qu'expert comptable aussi, est très dure pour nos petites entreprises. 95% des entreprises ont moins de 5 salariés et elles souffrent des problématiques de trésorerie. Alors, par exemple, et j'ai eu à intervenir à l'Assemblée nationale sur ça, et on a obtenu des réponses du ministre au banc, le Cornu. On nous dit, fonds de solidarité, ok, mais il faut quand même signer un moratoire si vous avez des dettes fiscales et sociales comme avec l'URSSAF, oui. Avec l'URSSAF d'un côté et avec les impôts de l'autre. Eh bien, sachez que souvent ici, pour des raisons à identifier, mais qui ont été bien identifiées au niveau national, et pas que en Guadeloupe, mais aussi en Guadeloupe, eh bien, les entreprises ont du mal à accéder à la personne qui leur permettra de signer ce moratoire fiscal ou social. Et donc, on a interpellé vivement le ministre. Quand je dis on, c'est parce que j'ai été sollicité par la CCI, par le MEDEF, par la FEDOM, qui est la Fédération des entreprises d'outre-mer, aussi par Eurodom, par la FTPE, par aussi le SNEG avec Virasamy. Et donc, on a pu obtenir que la préfecture ici, avec la DRFIP, Direction des services fiscaux, soit très attentive à ce qu'on puisse signer des moratoires, parce que sans moratoire, vous n'avez pas le fonds. Et donc, parfois, c'est le chat qui se mord la queue et on n'y arrive pas. Et donc, pour cela, on doit vraiment trouver des solutions. On a aussi eu des réponses du ministre, la dernière fois, lorsqu'il y avait la prolongation de l'état d'urgence, sur pourquoi en zone de montagne il y avait des dispositifs et nous en zone touristique qui souffrons énormément, on n'avait pas les mêmes dispositifs. Et souvent Bercy disait mais je ne comprends pas, pour les zones de montagne c'est pas très sollicité. C'est pas très sollicité parce que les critères d'éligibilité des entreprises qui ont souffert finalement de la baisse de l'activité touristique sont trop durs. Donc on travaille sur ça dans les prochaines semaines, dans le cadre de quoi? Du projet de loi de finances, du projet de loi de finances de la sécurité sociale et de la loi 3DS, déconcentration, différenciation, décomplexification, décentralisation, pour pouvoir dire que pour nos entreprises locales qui souffrent, on doit avoir des spécificités dont on doit tenir compte. Donc je crois qu'aujourd'hui, à force de le dire, de le redire et que la démonstration est faite aujourd'hui, que nous sommes en difficulté, je crois que enfin le gouvernement va entendre cette voix-là. Cela dit, Louis Servat, je note que vous écrivez beaucoup. Ah oui, bon, il y a maintenant le travail, hein. Donc je suis élu de la population guadeloupéenne. Ça me rappelle Ernest Moutoussamy qui écrivait beaucoup à l'époque quand il était député. Parmi tous les députés, enfin en tout cas, je reçois beaucoup de courriers de vous. Alors, le dernier, bien sûr, concerne la date de demain, vous savez, le 15. Bien sûr. Olivier Véran avait fait une annonce lors d'une conférence de presse en août. Et puis, semble-t-il, Mme Denux a tout détricoté. Qu'est-ce qui va se passer?
Alors, vous avez fait référence à Ernest Motosami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Oui. Quand j'étais très petit, je l'observais déjà à l'Assemblée nationale et je l'admirais. D'ailleurs, quand j'étais candidat député, je suis allé le voir chez lui. Il m'a reçu de façon adorable et nous avons des relations pas assez assidues, mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Alors oui, j'ai eu à écrire au ministre de la Santé et des Solidarités samedi. Pourquoi? Nous avons une loi, donc passe sanitaire, obligation vaccinale pour les soignants, qui a été votée à l'Assemblée. J'ai voté contre. J'ai voté contre pourquoi? Il faut le dire parce qu'on ne savait pas ça. Hein. Ah bon? Pourtant j'écris beaucoup. Ceux qui circulaient sur les réseaux. Oui, donc on va en parler tout à l'heure. Oui, on va en parler tout à l'heure, M. Daniel Xandroni. Moi j'invite tous les bons journalistes, et vous en faites partie, à toujours vérifier les sources, parce que parfois sur Facebook, il y a beaucoup de fake, hein, pour le buzz, j'imagine. Mais enfin, je reviens sur ça et c'est important. Donc, j'ai voté contre cette loi passe sanitaire. Pourquoi? Parce que j'avais déposé des amendements qui ne sont pas passés en disant, attendez, ça n'est pas raisonnable pour la Guadeloupe, pour la Martinique, qui sommes en retard de taux de vaccination, de vouloir imposer les mêmes délais que pour la France hexagonale, qui, elle, est bien en avance. Il faut des adaptations, il fallait accompagner ces soignants. À l'époque, le gouvernement était sourd. J'ai voté contre. Eh bien, finalement, il y a quelques jours, vous faisiez référence à cela, le ministre Véran. Le 26 août, je crois, c'est ça? C'est exactement, le 26 août. Il a été interrogé en conférence de presse et il a dit, pour la Martinique, pour la Guadeloupe, étant donné la pression sur les soignants, étant donné le retard vaccinal, on va repousser l'obligation vaccinale à la fin de la 4e vague. Ça a été dit. Alors, bien évidemment, ça a été dit. Mais parole en bouche, pachage. Oui. Pour l'instant, il y a une loi. Oui. Le ministre a dit ça, il dit. Oui. Mais pour l'instant, on est un peu dans le flou. Et effectivement, vendredi, je crois, la directive de l'ARS, je ne discute pas le fond, je discute la forme. Oui. Le ministre, c'est son supérieur hiérarchique. Il me semble. Hein. C'est le cas. Oui. Et donc, quand le ministre est son supérieur hiérarchique, elle doit être extrêmement attentive aux mots qu'elle prononce. Oui. Parce que c'est une femme sûrement intelligente et elle sait bien que les mots prononcés ont un impact. Et quand elle n'est pas tout à fait dans la ligne du ministre, premièrement, elle fragilise la parole du ministre. Et deuxièmement, elle se met en porte-à-faux par rapport à sa hiérarchie. Et donc, j'ai écrit à sa hiérarchie et j'attends une réponse pour qu'il puisse nous expliquer. C'est 2015, hein? Bien sûr, oui. Bien sûr. Parce que j'ai entendu ce matin sur Guadeloupe Première, M. Cotellon confirmer que la loi devrait être appliquée. J'étais avec M. Cotellon hier au CHU, on pourra en parler si vous voulez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Eh bien, il est embêté, M. Cotellon. Pourquoi il est embêté? À juste titre. Pourquoi 75% de son personnel n'est pas vacciné. Mais oui. Donc le CHU demain se ferme. Hein. Il est embêté. Oui. Donc je termine avec Mme Denuc. Elle doit faire attention à s'exprimer dans les clous de sa hiérarchie. En tout cas, moi, c'est l'erreur que moi je signale et que j'ai signalée au ministre. Et j'attends sa réponse. Oui. Parce qu'il faudra qu'il réponde, soit par sa parole, soit par plutôt un écrit. Et je rebondis sur votre question fondamentale. J'ai voulu aller au CHU hier. J'ai passé 2h30 dans les différents services, réanimation temporaire, et puis le service des maladies infectieuses, et puis un petit peu les admissions. Et tout d'abord, j'ai vu des hommes et des femmes engagés sur le pont, motivés, déterminés, qui travaillent sérieusement. Qui travaillent sérieusement, il faut le dire et le redire. D'ailleurs, j'ai vu aussi, et c'est important, ils ont dû fermer le 9e étage, mais là, il avait ouvert quand c'était la très forte vague, 8e et 2e étage, grâce aux apports des gens venus de l'Hexagone. Il faut qu'on les en remercie chaleureusement. Et d'ailleurs, je vous donne 2 chiffres, et je réponds à votre question. 2 chiffres importants que je souhaite partager avec chacun et chacune des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes. Entre juillet, août, septembre, il y a eu 296 morts au CHU. Sur les 296 morts, il y en avait 284 qui n'étaient pas vaccinés. Non, mais je le dis, c'est un chiffre. C'est vrai, c'est vrai. Et je crois que chacun doit... Il faut ajouter aussi, sur ces 284, il y en avait plus de la moitié qui étaient en comorbidité. Absolument, bien sûr, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ça compte aussi. Ah, fondamentalement, oui. Alors, ils ont beaucoup insisté. Hein. Covid avait obésité, ça ne pas caille ensemble. Covid avait diabète, ça ne pas caille ensemble. Covid avait hypertension, ça ne pas caille ensemble. Il y a même pire maintenant, des AVC qui se font. Hier, il y a eu 4 personnes mortes d'arrêt cardiaque, mais qui étaient chez elles, 6 personnes étaient chez elles, et un médecin très informé sur la question de cardiologie m'a dit c'est le stress qui crée chez ces gens-là des arrêts cardiaques. Bien sûr. Ouais. Deuxième chiffre, M. Xandroni, que je veux partager avec vous.
Il n'y a qu'à prendre en créole. Point en créole. Tétini, 296 morts entre juillet, août, septembre. Si les 296 morts, ni 100% des nègres et indiens, pas ni pour blanc dedans. Donne-moi. On comprend ça veut dire. C'est moun en nous. Oui, oui, bien sûr. C'est moun en nous. Ouais. Papa en nous, tout en nous. etc. En nous. Ouais. Guadeloupéens, qu'à mort. Ouais. Jodla. Voilà. Donc, et je le dis aussi, j'invite tous ceux que j'aime à se faire vacciner. Oui, c'est la liberté de chacun. Pas mon pays forcer monde à vacciner. Mais j'invite tous ceux que j'aime à se faire vacciner. C'est une invitation à tous ceux que j'aime. Et j'aime les Guadeloupéens à se faire vacciner. On n'a aucun doute là-dessus, Olivier Serva. Il est 13h02. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. À tout à l'heure. Voilà, il est exactement 13h10. Nous sommes toujours avec Olivier Serva, député LRM de la première circonscription, conseiller municipal et conseiller communautaire. On faisait le point avec lui sur la situation sanitaire. Vous étiez hier, Olivier Serva, au CHU, et je vous ai posé la question, vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas encore répondu sur la décision que prendrait M. Cotellon demain, parce que demain, 75% de son personnel n'est pas vacciné. Alors, est-ce qu'on va fermer le CHU? Non. M. Cotellon est dans une situation délicate aujourd'hui. Pas de son fait. C'est difficile pour lui. Mais bien sûr, parce qu'il y a une loi qui a été votée. Mais oui. Il y a l'obligation vaccinale des soignants. Oui. Alors, il y a une parole du ministre. Une parole, on dit, elle est là, parole en bouche, pas chage. Oui. Le ministre a dit, nous allons voir ça à la fin de la 4e vague. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'écrit. Oui. Donc, le directeur de l'hôpital est contraint, c'est sa responsabilité pénale, de demander aux personnes d'être vaccinées. Bien évidemment, on ne va pas passer de 30% à 75% en 24 heures. Donc c'est irréaliste et c'est pour cela que je demande instamment au ministre de se positionner très clairement pour être dans la réalité et pas dans l'incantation, dans la réalité des choses, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir tenir compte des spécificités vaccinales en Guadeloupe et en Martinique. Voilà. Parce que là, vous savez que sous l'aéroport de Cayenne, le pass sanitaire a été évacué aussi. Ils ont pris une décision avec les syndicats de ne plus exiger le pass sanitaire. Donc espérons que le ministre, pour vous, ce sera une victoire. Pour la Guadeloupe, pour les soignants, pour l'hôpital. On fait notre job, on est élu, on défend la Guadeloupe. Il y a un problème, très clairement. On ne va pas faire l'autruche, on doit poser le problème très clairement et qu'on ait des réponses aussi très claires de nos responsables gouvernementaux. Voilà. Pourquoi les autres députés ne sont pas mobilisés sur cette question? Je me pose la question, moi, en tant que journaliste. Je crois qu'ils font leur travail. Porte-parole. Ils font leur travail aussi. Pour leur poser la question, comme vous le verrez, monsieur. Alors, autre chose, justement, on est sur ce. J'ai remarqué depuis quelque temps que beaucoup de parlementaires français se sont emparés des questions de la Guadeloupe, de la Martinique, de ce qu'ils appellent les dernières colonies. Comment vous expliquez ça? Plusieurs autrefois, les parlementaires français ne s'occupaient pas tellement de ce qui se passait chez nous. C'était à vous, parlementaires Guadeloupe et Martinique, etc. Or là, que ce soit de gauche, même de droite d'ailleurs, s'emparent de nos questions et dépassent même dans leur pugnacité certains de nos élus. Comment ça s'explique? Alors, je mets de côté, si vous voulez bien, la partie politicienne, où j'imagine que les partis nationaux, que ce soit la gauche ou la droite, ou l'extrême droite, l'extrême gauche, les élections présidentielles arrivant, veulent aussi pouvoir glaner des voix en Outre-mer. Pourquoi je dis ça? Je mets ça vite fait de côté. Parce que j'y vois un élément positif. Vous savez, lorsque moi, vu ce que je représente, c'est-à-dire venant de la Guadeloupe, que je dis il faut défendre la Guadeloupe, avec même toute la conviction que j'y mets, avec toute la conviction que tous les autres parlementaires y mettent, on est peut-être moins audible, paradoxalement, que en Blanc-France, qui est intéressé à des problématiques à l'hôpital, CHU, de l'eau, etc. Donc en fait, ça nous renforce, ça nous donne une audience nationale plus forte, et je suis content, par exemple, que Mathilde Panot, la France Insoumise, on a fait un gros job ensemble sur la commission d'enquête sur l'eau, elle présidente, moi rapporteur, on a fait un beau tandem, d'autres aussi s'y intéressent, plus ils s'y intéressent, plus nos problématiques sont à l'agenda gouvernemental et parlementaire, et mieux c'est pour nous. Donc, je les encourage. Ça ne veut pas dire qu'on est de plus en plus intégré, qu'on est considéré de plus en plus comme Français de France en même temps? Non, alors nous Français de France, d'année jusqu'à nouvel ordre, mais ça, mais mon cher. Ça, vous, Français de France, mais mon cher. En Guadeloupéen. Nous parlons de ça avec très bien. Alors, moi, en radio habitant, en Guadeloupéen, en juste même abimien, d'accord, en grande théorien, mais en caribéen, en américain, en français, en européen,
et un mondialiste. Qui j'ai fait qu'il y tout ça? On va sentir bien parce que dans toute bitin, il y a des richesses. Des inconvénients, mais il y a des richesses et il faut nous enrichir nous de toutes ces énergies-là. Ça. Mais ça, sont d'autres débats. On va sentir que nous pouvons dériver si ça pendant 2-3 heures. D'accord. Alors, autre question. Non, mais en tout cas, posons une question importante. Donc, tous ces députés non ultramarins, qui ont saisi de questions ultramarines, par exemple, à la délégation aux Outre-mer que je préside, eh ben, nous avons 27 députés ultramarins et 27 députés hexagonaux qui s'intéressent à l'outre-mer. Franco-français même? Franco-français. Ouais. Oui, qui s'intéressent à l'outre-mer. On est du Dupont-Aignan, on est des mondes de la France Insoumise. Et c'est pour ça. Même si on va partager l'idée d'extrême droite, mais si la Guadeloupe, si on défend des butins, nous encourager parce qu'il y a mettre sur le niveau national. C'est ça. Sûrement, mais en comptant qu'il va parler de nous parce que ça va nous plus force. Mais Olivier Servan, d'accord, mais le fait que nos députés, par exemple, sur la question de Mme Denux, par exemple, je m'attendais à ce que Mathiasin, Binet, etc., Lurel, enfin, tous montent au créneau, ils ont tout fait bouche à fermer. En réponds à ça, on dit poser la question au revoyau. D'accord. On a dit ça, on a fait moins. Mais en 7 heures, on a travaillé aussi. D'accord, ok. Alors, sur la question, autre question, on parlait de comorbidité ici. Oui. Et la question du diabète est posée par aujourd'hui. Par la COVID a fait que révéler une situation qui existait déjà. Que faire, puisque le gouvernement français, une fois de plus, j'imagine, pour soutenir les lobbies du sucre, n'a pas tenu compte de la loi Lurel. Alors, vous avez posé une question, vous avez écrit. Est-ce que là, il y aura une réponse? Oui, je prends une minute pour décrire les choses. Effectivement, en 2013, Victorin Lurel, avec le groupe socialiste, a fait une très belle action. Il a voté une loi pour harmoniser les quantités de sucre dans les aliments qui arrivent en Guadeloupe et que l'on peut comparer à des aliments qui sont en hexagone. D'accord. C'est une très bonne chose en 2013. Bon, par contre, on en parlait tout à l'heure pour la loi sur le pass sanitaire. Il faut une loi, mais il faut un décret d'application. 2013, c'était le socialiste qui était au pouvoir. Oui. Entre 2013 et 2016, rien n'a pas passé. Oui. Il n'y a pas de décret pour rien. Oui. Donc forcément, on ne pouvait pas contrôler l'application de la loi telle que le Parlement doit le faire. En 2016, fin 2016, ils ont pris un décret après l'élection présidentielle arrivée et rien ne s'est passé. Oui. Nous, à la délégation aux Outre-mer, j'ai demandé, la délégation a fait un rapport sport et santé avec 2 députés, Maud Petit, d'origine martiniquaise mais de l'Essonne, et puis Jean-Philippe Nilor, martiniquais. Ils ont rendu leur rapport fin 2019. Fin 2019. Et dans ce rapport, il y avait un certain nombre de préconisations, dont celle où il fallait que la DGCCRF, la direction de la concurrence, qui dépend aujourd'hui des dettes, enfin la direction du travail, vienne contrôler le fait qu'effectivement, il n'y ait pas plus de sucre dans les aliments en Guadeloupe que de ceux d'un examen. En clair, qu'un coca vendu à Paris, ni moins sucre qu'un coca vendu ici. Bon, eh bien, c'est ça qu'on a demandé. J'ai écrit au ministre Le Maire. C'est un rapport que le ministre de l'économie a mis sous le coude aussi. Non, justement, j'y arrive. Parce que renseignement pris, j'y étais la semaine dernière en France. Et je me suis renseigné sur ça. Donc, la délégation écrit au ministre en janvier 2020. Il me répond en mars 2020 et je lui dis, nous demandons que le contrôle de la DGCCRF se fasse pour savoir s'il n'est piscique ou pas en Outre-mer. Oui. Il me répond en mars qu'il se saisit de la question et qu'il saisit la directrice de la direction de la concurrence. Entre-temps, Covid passé par là, le rapport a été demandé par Bercy. Oui. Il est aujourd'hui en cours de finalisation parce qu'en fait, vous avez des remontées sur tous les territoires ultramarins, des antennes locales. De mettre ce rapport sous le coude. Non, honnêtement, je vous dis ce qui m'a été rapporté. Moi, je vous dis ce qui m'a été rapporté par le cabinet du ministre de l'économie, parce que nous posions la question. Oui. Et donc, il y a des remontées qui ne sont pas encore toutes finalisées de certains territoires. Et donc, ils se sont engagés à rendre public ce rapport avant fin octobre 2021, c'est-à-dire dans quelques semaines. Et donc, moi, ce que je vais faire, je vais inviter à la délégation aux Outre-mer ces rapporteurs de la direction de la concurrence à nous rendre compte. Je vais demander au ministre de venir et j'attire votre attention sur quelque chose de fondamental. Nutri-Score. Aujourd'hui, vous avez vu dans certains aliments qu'on vous met des catégories de A à E de la qualité des aliments. Si c'est A, c'est qu'ils ne sont pas trop sucrés. Si c'est E, c'est qu'ils ne sont pas bons même. Mais on a un problème. Tous les industriels ne sont pas obligés de faire ça. C'est juste volontaire. Et ça, c'est une décision européenne. Et donc, là, je suis en train d'écrire à tous les députés européens. Tous.
y compris français, mais il y a toutes, Oui. et y compris nos députés européens des Outre-mer, pour leur dire d'appuyer cette demande qui est une volonté dans la stratégie de Bruxelles, de dire que nous voulons que le Nutri-Score soit obligatoire partout pour que l'on sache ce que l'on mange, y compris pour nos aliments locaux. Parce que nous n'y habitons, vous parliez de comorbidité, Oui. on a un quart de nos hommes et de nos femmes qui sont en surpoids, en obésité, en hypertension, et le sucre est un aliment doux qui nous tue tout doucement, mais qui nous tue. Le sel aussi. Hein. Le sel aussi, Oui. bien sûr, trop salé, trop sucré. Oui. Et donc, puis il faut faire de l'activité, ce qu'on appelle le sport qu'aliment Oui. et sport médicament. Et donc, je vais demander aussi aux industriels des territoires ultramarins, représentés par la Fédération des entreprises d'outre-mer, de venir en délégation pour qu'on puisse discuter de leur volonté, en attendant l'obligation de Bruxelles, de pouvoir dire que nous mettons les Nutri-Score sur tous les aliments que nous mangeons. Comme ça, on sera édifié. Chaque monde qui savent que si on mange trop psych, eh ben, l'aliment ça dit trop sucré, etc. Et ainsi, on va pouvoir changer tranquillement nos habitudes pour protéger notre santé. Sur cette question, vous êtes en contact avec M. Luel? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Nous échangeons assez souvent. Victor Luel et moi, c'est un homme politique de bon niveau, qui a une belle expérience, qui a travaillé sur cette loi-là. Et donc, il est conscient. D'ailleurs, il a écrit avec Mme Vainqueur pour savoir où est-ce qu'en était la chose. Et donc, on travaille, bien évidemment, parce qu'en fait, c'est pierre après pierre. Lui, il a mis une première pierre, la loi 2013. Maintenant, il faut contrôler la loi. Et bien, nous, on met cette pierre. Ensuite, quelqu'un après nous va continuer, etc. C'est ainsi qu'on avance. Alors, revenons un petit peu à la Guadeloupe. C'est la première fois que je vous reçois depuis votre gifle au municipal des Abîmes. Comment vous avez digéré cet échec qui, finalement, qui a dû vous surprendre le premier? Ben, vous savez, c'est la loi de la démocratie. Oui. C'était effectivement une difficile épreuve pour moi et mon équipe, évidemment, puisqu'on attendait mieux. Oui, c'était ça, les fourmis rouges, c'est ça? Les fourmis rouges. Ils sont toujours là. Ils disparaissent? Non, ils sont là, vous savez, les lignes applis, vous savez, vous voyez au mieux. Là, c'est jour-là, ni plus là, plus vous voyez au sorti. Ils étaient rentrés en bataille. Mais ils sont là. Vous savez, c'est ainsi. C'est la démocratie, c'est la beauté de la chose. On a eu un adversaire qui était meilleur que nous démocratiquement. Il a été élu, et puis qu'il fasse son travail. D'ailleurs, vous me tendez la perche pour dire deux choses. Nous travaillons en bonne intelligence avec le maire des Abîmes, président de Cap Excellence, sur plusieurs dossiers. Par exemple, on a travaillé... Sur la groupe, que les petits conflits qui avaient sont terminés? Oui, puisque la région a financé finalement. Oui. Pourquoi vous étiez opposé à cette époque-là sur la groupe? Parce que je vous rappelle que sur le nord Grande Terre, il y a l'usine centrale. Est-ce qu'elle a fait? Ah ben mon cher... Voilà, l'usine centrale, c'est ton grand projet à Chalus, pour l'instant... En tout cas, à mon avis, s'il y a dans un petit territoire comme ça, c'est dès qu'au projet là ça, les DPP verraient le jour correctement. Mais ça... Donc la groupe, ça avance, parce que j'ai lu... Mais les usines centrales aussi, les dégâts avancés. Mais je rappelle que nous avons un problème. Agroparc, l'usine centrale, c'est agriculture, production, production à Mouna, Olaye. Donc pour l'instant, il faut mettre en place les agriculteurs, les encourager. J'ai bon espoir avec la nouvelle équipe que ça se fasse et aussi faciliter. Parce que pas qu'il y a des réunions régulières avec les. J'ai même assisté à une de réunions où on voit des agriculteurs qui sont vraiment intéressés par cette question. Alors je ne sais pas pour l'usine centrale à quel point ça en est. Eh bien justement, il faut s'assurer que la matière première, c'est-à-dire la capacité à produire les productions agricoles, soit au rendez-vous. Je reviens au travail que nous faisons parce que je suis effectivement quand même conseiller municipal de la majorité de travail. Ça va bien avec Jalton aujourd'hui? Et conseiller communautaire, oui. Il n'y a pas de chirage comme avant? Non, parce qu'en fait... C'est son dernier mandat, hein? Je ne sais pas, il faudrait lui demander. Ça a été dit? C'est ça dit? Oui. Vérifiez ça quand même. Ou pas, je sais. Alors, en toute état de cause, il a été élu démocratiquement. Je suis conseiller municipal de la minorité de travail et conseiller communautaire. Donc, on a travaillé en bonne intelligence, par exemple, sur la question de l'eau. Oui, il nous avait fait un courrier et donc on avait répondu présent pour préparer des amendements pour défendre les intérêts de Cap Excellence dans le syndicat mixte ouvert, ce qui a été fait. On a défendu certains ne sont pas passés. Et donc, d'ailleurs, je fais un appel à lui, je l'ai fait récemment à Cap Excellence parce qu'il a écrit aux parlementaires pour la question notamment de la politique sanitaire et la politique économique. Et donc je lui ai proposé, et je renouvelle cet appel à tous les conseillers communautaires de pouvoir faire un webinaire de travail avec le parlementaire que je suis, mais avec les autres parlementaires aussi, pour qu'on puisse défendre ensemble les intérêts de Cap Excellence et les intérêts de la Guadeloupe. Et donc c'est ainsi que nous voulons travailler, chacun dans son rôle, moi aujourd'hui parlementaire, lui président de Cap Excellence, et
c'est dans l'intérêt de la communauté. C'est pas votre rayon réellement, mais en fait, il y a eu un petit souci avec Faber Michevi, qui est habillé comme vous. Comment vous expliquez le fait qu'il ne soit pas dans la SMO? Non, il est dans le SMO. Il est au bureau. bureau. Il n'est pas vice-président. Jalton espérait qu'il soit vice-président. Finalement, ça ne s'est pas fait. Bon, c'est une directive du GUSR? Je ne crois pas. Je crois que c'est un jeu démocratique. On peut peut-être dire... mais en pas dans cette vidéo. Non, si vous voulez. Je crois que Cap Excellence a toute sa place. Oui. Toute sa place dans ce SMO, parce que Cap Excellence, c'est là où il y a le plus de consommation d'utilisateurs. Donc il est légitime que le président de Cap Excellence veuille avoir une représentation au bureau. Oui. Maintenant, il n'a pas été élu premier vice-président, mais à pas passer au pas premier vice-président qu'on ne peut pas travailler au bureau. Il ne faut pas exagérer. Oui. Donc, quand il travaille, déjà, que Fabien travaille, parce qu'il est premier adjoint à la mairie, il est à Cap, il est conseiller départemental, enfin, il y travaille. Il est plus aussi. Donc, il y travaille, quand il fait travailler déjà, et puis qu'il continue aussi au SMO, mais enfin, il faut que les intérêts de Cap Excellence soient défendus. D'ailleurs, je vous indique une information qui est passée un peu inaperçue. J'ai été désigné pour Cap Excellence au comité de surveillance. Ah bon? Ah oui, avec le comité des usagers. Donc, cela, c'est un petit peu normal. Vous étiez au rapporteur de la commission sur l'eau. Exactement. Oui. Donc, on va réveiller ça, c'est M. Café. Les usagers. Cela dit, il paraît que le président, il est bénévole, c'est ça? C'est bien ça? Oui, tout à fait. Tous les membres du bureau sont bénévoles. C'est un bon signal. Oui. Donc, c'est mon avis de travail, pas pour l'argent, mais pour l'intérêt de la Guadeloupe. Et donc, d'ailleurs, j'ai posé une question au ministre sur le plan Orsec eau. Oui, alors justement, parce que ça, c'est une question, il y a des gens qui sont d'accord, d'autres moins. Tout le monde est d'accord. Le problème, M. Zandronis, c'est quoi? La loi Orseco, elle est établie. Quand il y a des coupures d'eau, l'autorité organisatrice, en l'occurrence maintenant le SMO, doit fournir de l'eau. Et les associations telles que Moun Guadeloupe font un travail intéressant sur ça. Pas que, mais eux aussi. Balance ton Siac, d'autres aussi, tout le monde avec la Bonada Villa, Parent et Olivier, c'est M. Café, on travaille bien. Et puis la dame de Baïf. De Baïf, une dame très... Madame Danois. Voilà. Ces gens-là, je les ai rencontrés et d'autres font un travail intéressant. Cependant, aujourd'hui, quel est le problème? Lorsque vous n'avez pas d'argent, et puis le SEC va tenir l'argent pour mettre à disposition des bouteilles d'eau lorsqu'il n'y a pas d'eau, eh bien, la loi Orseco n'était pas respectée. Et l'État a dit, ouais, mais à part responsabilité à moi, c'est responsabilité à SMO. Eh bien, dans ces cas-là, je demande à l'État, je lui ai demandé à M. Lecornu de faire comme il a fait pour les réquisitions, pour la réparation d'eau. Comme c'est de la responsabilité de l'État, la sécurité sanitaire, les paniers de l'eau et se laver les mains, c'est quand même un geste barrière de base pour le Covid, eh bien, il faut que l'État ou le SMO et ou la région, département, toutes ces menaces mettent l'argent citable pour pouvoir mettre de l'eau potable à disposition des différentes personnes. Et sur le SMO, je rajoute un point fondamental dont on ne parle pas assez, et j'insiste dessus, je l'ai vu en tant que rapporteur à la commission d'enquête, l'assainissement. Un seul chiffre. Assainissement et qualité. Et oui, un seul chiffre. Oui. Parler de qualité, on est passé en 10 ans de 95% des eaux de baignade d'excellente qualité à 75% aujourd'hui. L'Office de l'eau, la Bandino et les autres, si on ne fait rien, dans 10 ans, on aura 0 plage de qualité excellente parce que vous avez une sorte de déversement, des rejets dans la mer. J'ai vu à Rivière-Sens des enfants se baigner à 30 mètres, d'une odeur pestilentielle. Ces enfants n'étaient pas à l'école. Pourquoi? Parce que c'est un jour à l'école, pas tenir dans l'école là. Donc vous voyez, ça c'est un système qu'on doit vraiment combattre. Aujourd'hui, on perd déjà des heures, des jours d'école. Parce qu'on était en France, semaine passée, toute l'école ouverte, toute bité ouverte, tout le monde qui travaille, etc. Ici, mes enfants, ma fille est rentrée en demi-journée hier et puis elle sera en visio à partir de lundi. Donc il faut les mettre en mouvement parce que ça n'est pas une qualité d'éducation satisfaisante. Donc on doit faire attention à tout ça dans l'intérêt de nos enfants. Oui. Et donc, pour revenir au SMO, il y a 2 ans, le Cornu n'était pas encore ministre des colonies, il était venu ici, il avait proposé à peu près 400 millions de l'État pour pouvoir aider à ce qu'on reconstruise le réseau d'eau en Guadeloupe. Est-ce que vous pensez que l'État va assurer réellement ses responsabilités en ce domaine-là? Moi déjà lu ça. Moi, en partant de ça. En partant de ça, premièrement, en partant de ça. Moi, alors, par contre, sans comprendre, moi.
et parce que je m'intéresse à ça depuis des années, les 400 millions, c'était quoi? Il n'a pas dit c'est l'agent Kaïba, il a dit, d'après ce que moi j'avais compris à l'époque de la Banque européenne d'investissement, ce sont des prêts bonifiés pour pouvoir réaliser trois choses. Le réseau d'eau potable, d'assainissement, et puis le système finalement, le grand cycle de l'eau, ça veut dire les eaux pluviales qui font des inondations et qui tuent. Ça, c'est un vrai problème aussi. Donc, ça fait à l'agent 400 millions, moi, personnellement pas tant de ça, mais sans comprendre, c'est que le modèle de financement, c'est quoi? C'est région, département, communauté d'agglomération et financement bonifié, c'est-à-dire des prêts sur de très long terme de l'État à des taux très faibles. Il faut prendre 800 millions, enfin, au minima. C'est ce que disait dimanche, entre 800 et 1 milliard. Je te dis quelque chose, M. Zandouanis Danick. Pas monde pas savoir combien ça va faire finalement, je vous le dis, parce qu'on a fait une commission d'enquête pendant 6 mois sur ça. Ouais. Ça va de 400 millions à 2 milliards quand tu rajoutes l'assainissement. Ouais. C'est pas grave. Ce qui est important, et j'y veillerai en tant que membre du conseil de surveillance du syndicat mixte ouvert, c'est que les travaux soient faits par des Guadeloupéens. D'accord. Oui, par des entreprises guadeloupéennes. Pas de multinationales qui reviennent par la fenêtre. Nous bisons pour si on a une expertise, si on a un précis, ils qui transmettent nos expertise à eux. Mais à faire mon quand vient manger si doit la bête pendant des années, non. D'accord. En tout cas, ce sera ma position en tant que membre du conseil de surveillance. Oui. Il y a quelque chose au lycée. Vous êtes déjà en campagne pour les législatives prochaines, j'imagine. En pour ça. Ou pour ça. Parce que là, pour l'instant. Quand même. Vous pouvez laguer ça comme ça. Ben, vous savez, mon bitin, Danick, la politique, c'est très dur. Oui. Vraiment très dur. Tu sacrifies au moins 5 choses. Ta santé, ton argent, ta famille, tes amis, ton travail, ton intimité. Oui. Là, on a en période Covid. Des 4 choses, qu'est-ce qui a été perdu? La famille est restée quand même. Tu sacrifies tout ça. Tu sacrifies tout ça. D'accord. Et on ne s'en rend pas compte, mais tu sacrifies tout ça, malheureusement. Oui. Et donc, on est en période Covid. C'est mon a souffert. Ça fait élection, ça parle en mode dit tout. Oui. Bon, enfin, nous bien voir que Macron est encore en campagne. À Marseille, vous voyez bien que... En pré-campagne, en tout cas, il n'a pas annoncé sa candidature. Oui, Pécresse pour venir ici, Bertrand aussi, etc. Donc, c'est en route. L'élection présidentielle, c'est en mars, hein, c'est bientôt. Oui, bien sûr. Donc, déjà, l'union d'élection... Ça veut dire que les législatives, c'est derrière. Donc, on ne peut pas dire qu'un député aujourd'hui n'y pense pas. En se rasant le matin. Oh, je me rase peu, tu as vu. Mais en tout cas, il y a une élection qui arrive là, par contre, tu n'as pas parlé. C'est l'élection départementale. Oui. Union canton, aux abîmes. Aux abîmes, oui. Ah, Union canton, aux abîmes. Il faut nous garder ça parce que je signale que nous rachons en canton là. Galantine et Adèle gagnaient de façon flamboyante. Vous avez pour note? Ah, pas ça. La population qui a décidé. Oui, bon. Ok. Bon, en tout cas, merci d'être venu nous dire tout ça. Merci à vous. Mais enfin, c'est toujours intéressant de faire un élu palais et l'élu qui écrit le plus. Après, j'accepte. 13h32, on prend la pause et puis on se retrouve tout à l'heure avec M. Tribert. Entre-temps, on va passer très rapidement sur la MAE avec la présidente qui est venue ici nous expliquer l'intérêt pour les enfants d'être assurés. À tout de suite. Chérie, tu fais quoi? Le film a commencé. Tiens, chérie. Merci. Alors? Qu'est-ce que j'ai raté? C'est le père de Sabrina qui est mort. Ah oui, il est mort? Ah bon? Mais si vous êtes plus là, comment je vais faire? Ne t'inquiète pas, chérie, tout ira bien. D'accord? D'accord. Faites comme Nicolas. Choisissez la garantie obsèque MMG Mutuelle Margaillard où vous cotisez pendant 10 ans. MMG, prévoir aujourd'hui, c'est mieux vivre demain. Luigi, c'est le vrai spécialiste pour vos vêtements, messieurs. L'homme élégant ne s'habille que chez Luigi. De la belle chemise en passant par la veste et la cravate, Luigi, c'est le vrai, le top. Luigi, 79 rue Chelcher, Pointe-à-Pitre.
Gardez-moi songer à mon pays, me disait. Nous parlons de tout le monde, regardez derrière au fait final. C'est la juge. Donc quand tu regardes dans le film, c'est... Hein? Non, Boisson, moi, tu as enregistré. À part là, on y l'embé. Depuis tout petit, votre maman, on y l'embé, on ça. Regardez le siège arrière, monsieur. Regardez-moi. Il est fait en peau de bête. À la reprise. Mettez attendu. Kainila. Chamati mon amour qui là. It's always move to the left, move to the right, and it's some music. It's music, but it's keeping everybody. Yeah, les yo nous, j'ai la obligé, ni ça qui jaloux, mais nous, j'ai laissé yo jouer.